Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler du mois de décembre 2025 d'un point de vue astrologique. Qu'est-ce qui va se passer pour nous dans le ciel d'un point de vue astrologique? Donc accrochez-vous bien et on va décortiquer tout ça ensemble. Donc dans un premier temps, on va avoir une pleine lune en Gémeaux le 5 décembre. Et cette pleine lune en Gémeaux, elle active un archétype particulier qui est l'archétype du trickster. Le trickster, c'est l'archétype du bouffon sacré en fait. C'est vraiment le personnage qui se joue de tout, qui rigole de tout, qui arrive à prendre suffisamment de distance sur les choses. Et on en a besoin après une telle saison en Scorpion, avec une pleine lune en Gémeaux, avec une saison en Sagittaire. On a besoin de perspective sur les choses. On a besoin de prendre un peu plus de recul et de savoir rire des choses qui nous entourent, de savoir rire un peu de l'absurde parfois de nos situations. Et c'est ce à quoi va servir la pleine lune en Gémeaux le 5 décembre. C'est aussi l'archétype du psychopompe. Et le psychopompe, dans toutes les mythologies du monde, c'est vraiment cet archétype qui nous aide à passer d'un monde à l'autre, du monde du Scorpion au monde du Sagittaire, à passer d'une saison à l'autre, à passer du Sagittaire au Capricorne, à nous mouvoir de manière à passer du monde visible au monde invisible, du monde invisible au monde visible. Donc l'archétype du Gémeaux nous apprend vraiment à jouer des codes, à nous mouvoir de manière beaucoup plus fluide et beaucoup moins rigide, avec beaucoup moins de contrôle, par exemple qu'avec en saison du Scorpion quand on était beaucoup plus dans une forme de pouvoir et de contrôle sur les choses. Donc avec la pleine lune en Gémeaux, on sort de la fixité psychique, on arrive dans un signe qui est mutable, qui arrive à bouger entre les formes, à changer de forme, à changer de perspective. Qu'est-ce qui va se passer pour nous concrètement? Eh bien, tout ce qui est figé va avoir tendance à se fissurer un peu plus, à se mouvoir, à changer de forme, à se transformer. Et par exemple, dans les relations, ça peut donner lieu à des conversations qui nous donnent soudainement une nouvelle perspective sur les choses, parce que l'archétype du Gémeaux, eh bien, utilise le véhicule de la parole, de la communication, donc ça peut se cristalliser sur des dialogues, des échanges qui vont nous prendre, qui vont nous faire avoir certaines épiphanies, certaines prises de conscience particulières. Un besoin de verbaliser aussi les choses avec le Gémeaux, c'est le besoin de sortir de soi des mots qui nous pesaient lourd sur le cœur, par exemple. La pleine lune en Gémeaux, ce sont aussi des moments où on va se rendre compte qu'on se racontait une histoire sur quelque chose, une histoire fausse, et donc on va sortir de cette illusion-là, on va prendre suffisamment de distance sur les choses pour les voir telles qu'elles sont. En pleine lune en Gémeaux, on a aussi un mental qui est en ébullition parce que le Gémeaux est un signe très très cérébral, très intellectuel, très analytique, et donc on peut avoir tendance à trop se figer sur le mental, à trop vouloir comprendre les choses d'un point de vue intellectuel et plus somatique et plus ancré dans le corps. On a aussi tendance à faire des associations, vraiment à reconnaître une forme de pattern sur nos vies, une forme de schéma, parce qu'on a suffisamment de perspectives sur les choses. Mais le Gémeaux est un signe, encore une fois, mutable, un signe d'air, et donc on a assez peu de stabilité, on peut se sentir un peu plus confus, un peu plus diffus, un peu plus dans une forme de nébuleuse mentale, analytique, encore une fois très cérébrale. Ce qui est intéressant d'un point de vue collectif, pas forcément individuel, c'est qu'une pleine lune en Gémeaux, donne souvent lieu à des scandales. Il faut savoir que le Gémeaux est le signe du scandale puisque c'est l'archétype du trickster, c'est un peu le fou du tarot. Il se joue des codes, il se joue des conventions, il se rit de tout ce qui est trop cristallisé, trop figé dans le collectif. Et donc ça peut donner lieu parfois à quelque chose de très viral, à un scandale, à quelque chose qui nous fait nous rendre compte parfois de l'absurde de nos existences, de l'absurde d'une société trop figée et trop contrôlante. Ce qui est intéressant aussi en saison du Sagittaire particulièrement, c'est que le langage peut devenir un peu plus fleuri, un peu plus vulgaire parfois. On a tendance aussi à utiliser des mots et des formules de phrases un peu plus franches. On est beaucoup moins rigide qu'en saison du Scorpion par exemple.
Sociologiquement, le trickster, le Gémeaux, il apparaît toujours dans les périodes de saturation mentale ou morale, et donc c'est une forme d'explosion psychique de la satire. Le Gémeaux, c'est aussi la satire pendant les périodes de crise. Donc ça donne lieu à beaucoup d'agitation mentale aussi, de difficulté à se concentrer sur une seule ligne de mire parce qu'on a vraiment la faculté à voir tous les potentiels. On est un peu fragmenté lorsqu'on est en pleine lune en Gémeaux. La pleine lune en Gémeaux pour le système nerveux, c'est pas la meilleure qui soit parce que le Gémeaux est un signe extrêmement électrique, extrêmement agité, avec une forme d'effervescence comme ça, nerveuse, hein. C'est un signe très nerveux. Et on peut se sentir aussi très, très électrique comme ça. Donc ce sera très important de peut-être mettre sur le papier nos pensées, de les poser, de méditer aussi pour pouvoir prendre une forme de recul sur ces pensées. Mais dans l'absolu, cette pleine lune en Gémeaux, eh bien, elle va nous faire du bien parce qu'elle va nous permettre de nettoyer les vieilles formes de pensée, les vieux schémas mentaux, de prendre du recul sur ces vieux schémas mentaux, de les noter, de les observer, de se rendre compte que ces schémas mentaux ne sont pas nous, ce n'est pas notre essence fondamentale. Un transit très important ce mois-ci, c'est Neptune qui redevient direct le 10 décembre. Neptune qui était rétrograde pendant un certain temps, Neptune devient à nouveau direct. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Déjà, Neptune, d'un point de vue archétypal, c'est la grande mystique. C'est vraiment la planète la plus mystique qui soit, la plus nébuleuse aussi, c'est un mot-clé qui revient souvent, la plus spirituelle, mais aussi la plus dissociée, la plus déconnectée de nos existences. Et donc, tout ce sur quoi Neptune s'attache, quand on a Neptune qui est corrélé à une planète particulière dans nos thèmes, à un signe particulier, Neptune va amener une forme de confusion mentale, de chaos et de difficulté à vraiment à prendre conscience de cet aspect de nous-mêmes. Par exemple, quand on a Neptune en carré à Mars, on peut avoir une difficulté particulière à s'approprier Mars, à comprendre Mars, à en prendre conscience et à voir cet aspect de nous-mêmes. Il y a un aspect vraiment de flou artistique de la planète Neptune qui est très particulier à cet archétype. Quand elle redevient directe, c'est comme si la nébuleuse de la rétrograde s'écartait un peu et on a enfin une forme de clarté sur cet aspect de nous-mêmes, sur des émotions en particulier parce que Neptune nous parle beaucoup d'émotions, c'est une planète d'eau. Et on a une forme de clarté sur une émotion qu'on gardait sous cloche pendant toute la période de rétrograde de Neptune, une émotion qu'on gardait relativement inconsciente. Et cette émotion, avec Neptune direct, va sortir de la surface de l'inconscient. Elle remonte doucement à la surface de Neptune. C'est quelque chose de flou, par exemple, dans nos existences, dans nos vies psychiques, qui va apparaître soudain de manière évidente. C'est quand par exemple, on réalise qu'on projetait quelque chose sur quelque chose ou quelqu'un, en particulier les projections sentimentales, sont particulièrement plus claires, plus limpides quand Neptune redevient direct. Tout ce qu'on appelle la projection sentimentale, la projection amoureuse par exemple, va être beaucoup plus claire quand Neptune sera direct. Quand Neptune redevient direct, on arrête de fantasmer aussi les choses, on arrête de les idéaliser, de les rêver, et puis parce qu'on va passer précisément en saison du Capricorne, on va passer à une forme de structure, de réalité, de stoïcisme aussi beaucoup plus ancré. On va sortir de ce rêve, de ce fantasme dans lequel on était pendant plusieurs mois, on arrête de fantasmer les choses et on voit les choses telles qu'elles sont, d'autant plus avec Neptune en Bélier. Neptune, ce sont aussi, si on parle des illusions, on parle aussi du mensonge. Et c'est ce qui est très intéressant avec une pleine lune en Gémeaux notamment, c'est tout ce qui est corrélé au mensonge comme grande thématique. Quels sont les mensonges qu'on se raconte? Et j'en parlais précédemment pour la saison en Scorpion. Cette saison aussi nous a permis de voir les choses pour ce qu'elles sont. Quels sont les mensonges qu'on se raconte à nos sujets, mais surtout quels sont les mensonges qu'on se raconte sur nos projets, sur les autres, quelles sont les projections qu'on émet sur les autres, comment fait-on pour se sortir de ces projections-là, pour se les réapproprier. Quand on a Neptune en Bélier en direct, on a vraiment une forme de réappropriation
individuel. On arrête de projeter sur le collectif nos humeurs, nos émotions, nos attentes, notre besoin de validation, notre besoin d'amour fondamental, et on se le réapproprie et on se dit il n'y a qu'une personne qui peut me donner, m'octroyer tout ça, et bien c'est moi. Et donc Neptune en direct, en bélier direct, nous force quelque part à sortir de cette nébuleuse, de ces mensonges et de ces illusions. On a un autre transit très intéressant, donc c'est Mercure qui passe en Sagittaire le 12 décembre jusqu'au 2 janvier. Mercure, c'est donc la planète maîtresse du Gémeaux et de la Vierge, c'est la planète de la communication par excellence, de la verbalisation, de la pensée analytique, du cerveau gauche, donc le cerveau cartésien, le cerveau rationnel. C'est la quête de sens par excellence. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe quand Mercure passe en Sagittaire? Il faut comprendre que le Sagittaire est un signe de franc-parler, de franchise, d'honnêteté. Le Sagittaire a suffisamment de perspectives sur les choses pour les voir de manière aussi un peu détachée du réel, et donc pas trop impliqué dans les rouages relationnels de qu'est-ce qui se passe avec un tel, et est-ce qu'il faudrait que je prenne des pincettes, est-ce que je dois être suffisamment diplomate avec un tel? Non, le Sagittaire n'en a que faire. Donc il y a une forme de franchise, de roublardise aussi avec le Mercure en Sagittaire, et de capacité à prendre du recul sur les choses, de voir les choses avec beaucoup de hauteur, de voir aussi la noblesse de ce qui nous inspire, de ce qui nous rend curieux. C'est l'expansion du mental vers une méta-narration. Parce que avec le Sagittaire, on n'est plus dans la narration, les rouages du Gémeaux, de qu'est-ce qui se passe au quotidien, quelles sont nos affinités avec un tel, et les rouages relationnels du quotidien. Le Sagittaire a suffisamment de hauteur pour voir ce qu'on appelle la métanarration, donc c'est de voir les choses pour ce qu'elles sont, de prendre du recul sur nos rouages humains, en tant qu'humanité, en fait, beaucoup plus que le petit rouage relationnel, de voir aussi nos pensées depuis l'extérieur, encore une fois, on est beaucoup dans ces rouages-là, et de voir en fait le sens global, et le sens global qu'on donne à nos vies. Parce que le Sagittaire, c'est aussi le signe, c'est un signe très existentiel, hein. C'est le signe qui nous rattache à la philosophie, à des sujets d'études très nobles, de compréhension de l'humanité dans son ensemble, de la spiritualité, ce qui nous rattache aussi à la fonction divine. C'est un signe extrêmement divin et transcendantal, puisque c'est le signe du centaure à la base. Et le centaure est à la fois rattaché au terrestre par la base animale, qui le rattache au rouage humain, mais il a aussi cette forme humaine avec cet archer qui le rattache au divin, à la pensée transcendante, au spirituel, à Dieu par extension. Donc on a un signe qui est assez dichotomique, qui est à la fois un signe très rattaché à l'archétype de Dionysos, qui est beaucoup dans la fête, dans l'appréciation du quotidien, dans une forme d'hédonisme en fait, donc vraiment d'appréciation de la vie pour ce qu'elle est, mais en même temps de suffisamment intellectuel, philosophe, qui a aussi cette ouverture vers l'autre, cette appétence de l'autre, cette ouverture vers l'étranger, cette curiosité de l'étranger. Donc on a un signe très très riche pour Mercure qui prend du plaisir à prendre ses aises dans ce signe-là, parce que on va avoir des discussions beaucoup plus importantes, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus philosophiques. On va vouloir comprendre le fond des choses, le sens des choses, pourquoi on les fait fondamentalement, pourquoi on est attaché à telle chose, pourquoi on est attaché à telle personne, qu'est-ce que ça nous fait vivre dans l'ensemble. Mais le pendant de tout ça, c'est que le Sagittaire est un signe très peu patient. Donc on a beaucoup moins de patience pour les banalités du quotidien, on a beaucoup moins de patience pour les faux semblants, pour les conversations un peu vides, on va vite s'en détacher en fait. Et puis on n'a pas de mal à dire les choses pour ce qu'elles sont. Là où il faut faire attention avec Mercure en Sagittaire, c'est de ne pas être trop dans le franc-parler, de faire attention, de rester un peu mesuré, parce qu'on peut vite s'emballer sur des sujets qui nous passionnent et
et être assez peu diplomate avec un Mercure en Sagittaire. Ou alors on peut recevoir des invectives qui sont assez peu diplomates, un peu rustres, un peu vulgaires aussi parfois. Mais quelque part, ces moyens de communication, ces manières de communiquer sont assez libératrices. Parce que précédemment, Scorpion, on était très au fait du poids des mots qu'on reçoit, de tout analyser au peigne fin. Le Sagittaire n'en a que faire. Donc c'est quelque part assez libérateur. On se retrouve dans une deuxième partie de la vidéo où j'ai dû malheureusement changer de setup et la lumière a quelque peu changé puisque c'est maintenant la nuit. Toujours est-il qu'on passe au prochain transit de ce mois-ci et ce prochain transit est Mars en Capricorne du 15 décembre au 23 janvier. Et le Capricorne, c'est vraiment le guerrier saturnien, le guerrier stratège aussi, constructeur qui veut créer des choses dans une forme de pérennité, de longévité. Et donc on a beaucoup de discipline dans ce signe-là, beaucoup de labeur aussi, et beaucoup de patience, beaucoup de respect pour le capital qui est le temps et le capital qui est le travail. Donc l'action ici devient structurée, elle devient disciplinée, on fait ce qui doit être fait, on revient aussi à la matière, au corps et à nos limitations, à nos limites dans la matière, aux limites du temps et aux limites du corps. On ne se dit pas que tout est possible, il faut faire certaines choses pour pouvoir construire ce qui nous tient à cœur. Et on se demande aussi qu'est-ce qui sera pérenne dans 5 à 10 ans, qu'est-ce qui vaut le coup d'investir son temps, son énergie physique, mentale, émotionnelle. Donc concrètement, on va avancer sur des choses qui nous tiennent à cœur, sur des choses qui sont importantes pour nous, pour nos vocations en particulier, des choses qu'on aurait eu tendance à procrastiner, à repousser depuis des mois. On tend à faire les choses proprement, à faire les choses de manière presque ascétique. Aussi, il y a une forme de stoïcisme dans ce placement où on se débarrasse du superflu et on revient aux fondations de ce qui est important pour nous avec Mars en Capricorne. Avec Mars en Capricorne, parce qu'on parle aussi avec Mars de santé physique, et donc on va revenir à ce qui est important pour nous en termes de fondation, en termes de sommeil, en termes d'hydratation, en termes d'alimentation, de posture aussi, parce que le Capricorne c'est vraiment le squelette, l'ossature. Donc qu'est-ce qui est bon pour nous d'un point de vue pérenne, longévité, qu'est-ce qui nous donne un sentiment de solidité dans la matière, de densité et de gravité. C'est un espace où on aura moins des fusions émotionnelles, parce qu'on aura beaucoup de planètes qui vont passer dans le signe du Capricorne. Et donc, on a une forme de pragmatisme. On se débarrasse du superflu, du drama émotionnel du Scorpion et même du Sagittaire. On est dans une forme d'ascétisme dans les conversations avec les autres, dans le relationnel, dans les distractions, dans tout ce qui fait nos quotidiens. On va prendre des décisions aussi avec Mars en Capricorne de manière un peu froide et aussi très lucide. On se détache de la validation extérieure dont j'ai parlé précédemment, qui était très importante, notamment dans le signe du Scorpion. On entre dans une forme d'action autonome, détachée du joug extérieur. On devient mature en fait. On n'est plus le petit enfant, le puer-puella, l'archétype de l'enfant éternel. On est vraiment dans l'archétype de Sénex, qui est le vieillard, entre guillemets, l'adulte mature qui a du bagage, qui a vécu des choses et qui sait précisément ce qui est bon pour lui. Il y a un sens de limitation aussi qui est important avec le Capricorne, où on est conscient de nos limitations, de là où on s'épuise et là où l'énergie ne doit pas être perdue. Parce que en Capricorne, on ne veut pas de déperdition d'énergie et de temps aussi. Le capital temps est très important pour le Capricorne. Donc on fait des choix adultes qui sont ordonnés et aussi assez austères. Il y a une forme d'austérité aussi avec le Capricorne. L'autre transit très important de ce mois-ci, c'est la nouvelle lune en Sagittaire. La nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu le 20 décembre. Et le Sagittaire, c'est le signe du visionnaire, du pèlerin, du porteur de feu, du chercheur de sens. Le sens est un mot-clé très important ici en Sagittaire. De quelle manière on va mettre du sens sur nos existences? Quel est le sens qu'on donne à nos vies? Il y a un côté très existentiel en fait, d'un point de vue philosophique dans le signe du Sagittaire. Pourquoi on fait les choses? À quel dessein on fait les choses? Est-ce qu'on s'inscrit dans quelque chose de fondamentalement moral, éthique, qui a de la valeur pour nous?
Est-ce qu'on fait les choses vraiment avec quelque chose de profond, de suffisamment, qui a un intérêt vraiment très grand pour nous, presque spirituel. Donc avec cette nouvelle lune en Sagittaire, puisqu'il s'agit d'une nouvelle intention individuelle, d'un sens d'émulation individuelle, eh bien on s'inscrit dans une forme de nouvelle narration existentielle. Pourquoi on fait les choses, à quel dessein, quelle est la valeur qu'on met derrière chaque chose qu'on fait. J'aime bien dire que le signe du Sagittaire, c'est un peu le narrateur détaché, omniscient du zodiaque. Parce que le Sagittaire a cette vision en fait du centaure avec l'aspect très animal, dichotomique en fait, très rattaché à la matière qui lui donne un sens un peu hédoniste dans la plaisanterie, voilà, il y a quelque chose de très dionysiaque dans le signe du Sagittaire, mais il y a aussi cet appel vers le spirituel, vers la fonction transcendante, vers le divin, vers quelque chose de plus grand. Et donc le Sagittaire a cette vision un peu omnisciente de nos vies, la méta-narration, c'est le méta-narrateur du zodiaque. Avec la nouvelle lune en Sagittaire, on va poser une intention sur nos vies qui est très philosophique. C'est aussi un signe qui est le signe de la foi, de la providence et de la chance. Où est-ce qu'on veut avoir davantage de chance, de providence dans nos vies? Pour ça, la nouvelle lune sera très intéressante et il y aura une vidéo à ce sujet pour chaque pleine lune et chaque nouvelle lune. Donc l'intention ici est projetée vers le futur. C'est un signe qui regarde vers l'horizon, vers de nouveaux horizons. Qu'est-ce qu'on regarde dans le futur? Vers quoi on se projette? En plus, avec le Capricorne, on a vraiment cet élan vers le futur. Comment on veut s'inscrire dans le futur, dans nos existences? Comment on va tisser la narration de nos vies? Le Sagittaire, malgré son côté un peu Dionysos, voilà, un peu hédoniste, il y a quelque chose de presque dogmatique chez le Sagittaire, très empreint de moralité, de ce qui est juste pour l'humanité, pour soi et pour les autres. Il y a un sens moral très profond. Et donc, on va se demander quelle est l'intention que je veux mettre sur ma vie, mais qui est aussi alignée avec des valeurs très importantes pour moi. Qu'est-ce que je veux écrire comme histoire à cet instant-là de ma vie? Donc c'est un nouveau chapitre qui n'est pas à négliger, cette nouvelle lune en Sagittaire. De quelle manière on va réécrire ce prochain chapitre? Il peut se passer plein de choses avec une nouvelle lune en Sagittaire, ça peut clairement élargir nos horizons de manière littérale, où on a envie de faire de nouveaux voyages, de rencontrer de nouvelles personnes qui vont élargir nos horizons, nous donner une nouvelle émulation. Il y a beaucoup de curiosité, beaucoup d'enthousiasme avec une nouvelle lune en Sagittaire. On a envie d'élargir son cœur en fait en Sagittaire, on a envie d'ouverture. On n'est pas dans quelque chose de clos, on est dans l'ouverture du cœur. On veut partager ses idées, ses visions, ses valeurs avec les autres et se connecter à des personnes qui nous nourrissent en fait, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, qui soient fait de la même matière que nous en fait, et qui aient les mêmes aspirations que nous. Parce que le Sagittaire c'est le bon compagnon du zodiaque, il ne faut pas l'oublier, il y a quelque chose de... Voilà, c'est un signe qui recherche des compagnons de route, aussi un compagnonnage, et donc il va falloir aussi se connecter aux autres avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Un transit très important également ce mois-ci, bien sûr, c'est le soleil qui passe dans le signe du Capricorne avec le solstice le 21 décembre. Donc le Capricorne, c'est l'archétype du sage. C'est vraiment le sénex qui est le sage, le vieillard archétypal en nous. Le gardien de la structure, des formes, du dogme. Et c'est l'architecte aussi du zodiaque. C'est celui qui vraiment va créer des choses de manière à les mettre en forme, à les ancrer dans la matière. Ici, il y a quelque chose de l'ordre du dépouillement. Quand on est dans un signe de terre, hein, surtout, mais c'est vrai qu'avec le Capricorne, on a quelque chose de l'ordre du dépouillement, pas de la même manière qu'avec la Vierge ou que le Taureau. On a vraiment un dépouillement pour quelque chose de plus grand. Parce que le Capricorne s'inscrit dans une forme d'ascension. Le Capricorne est représenté aussi par le symbole de la chèvre et de la montagne. Et donc, il y a une dynamique ascensionnelle, verticale du Capricorne. On s'inscrit dans quelque chose, déjà, qui prend du temps, et puis quelque chose qui en vale la peine. Il y a vraiment une question de pondération de nos efforts. Qu'est-ce qui vaut la peine? Qu'est-ce qui vaut la peine en termes de temps, en termes de capital travail, en termes de capital labeur et énergie? Qu'est-ce qui vaut la peine que je m'investisse autant dans telle chose ou telle chose? Et donc il va falloir élaguer certaines choses en Capricorne, il va falloir se départir de certaines choses
pour pouvoir mener à bien nos projets. Il y a une vraie éthique de l'effort avec le Capricorne. L'effort pondéré, mais l'effort, le labeur est très important. Il y a aussi une connaissance de nos limites. Il y a une forme de restriction quand on est dans un signe saturnien, de limitation qui est aussi à prendre en compte. On est aussi sur une saison assez solennelle. On va pas se mentir, on n'est plus dans l'effusion du Sagittaire, de quelque chose de très, très marrant, léger, on a envie de connecter, etc. Le Capricorne, il y a une forme d'ascétisme, de stoïcisme et d'aspect très solennel. On ne badine pas avec le signe du Capricorne, on rigole pas trop en Capricorne, on va pas se mentir. Il y a moins d'excitation, mais il y a beaucoup plus d'ancrage. Et on en a besoin, précisément en hiver. Et donc on va faire des coupes budgétaires, des coupes énergétiques, on va couper ce qui ne nous sert pas. On n'est pas non plus dans une réciprocité énergétique. Et ça, c'est très important avec le Capricorne. Le Capricorne, relationnellement, on va pas vouloir perdre son énergie dans des aspects de nos vies qui ne nous servent pas à long terme. On réalise dans le signe du Capricorne que certaines choses ne peuvent plus continuer comme avant. Et donc, l'énergie va se verticaliser. Elle va être plus haute, plus profonde, mais aussi plus concentrée. On va faire des choix d'adultes, même s'ils ne sont pas forcément très fun. Et puis, on va gérer des situations avec plus de maturité. On va être forcé à cela avec le soleil en Capricorne, avec plus de sobriété et plus de discipline. On va s'engager davantage aussi, on va le voir avec la Vénus en Capricorne. Il y a aussi un aspect très important avec le soleil en Capricorne, c'est cette notion d'inertie. Parfois avec le Capricorne, et souvent d'ailleurs les personnes qui ont beaucoup d'énergie Capricorne ont l'impression que les choses prennent davantage de temps pour elles. Et puis on se dit voilà, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, ça semble aller plus vite pour les autres. Parce qu'il y a cette énergie dans le signe du Capricorne, c'est un signe saturnien qui nous demande de la patience, de l'endurance, parce que les choses s'inscrivent dans le temps. En revanche, quand elles s'inscrivent pour de bon et de manière extrêmement exemplaire. En fait, il y a une notion d'exemplarité aussi dans le Capricorne. Le Capricorne, c'est vraiment le numéro 1 du zodiaque. Quand il s'inscrit dans quelque chose, il va vouloir s'inscrire tout au fait de la montagne, en fait. C'est pour aller jusqu'au bout. Donc, dans quoi on investit justement notre énergie, notre temps ? Et puis, accepter cette notion de patience. Il y a ce temps de latence. Pour certains d'entre nous, les choses n'aboutissent pas tout de suite. En revanche, quand elles aboutissent pour de bon et de manière exemplaire. On a moins d'impulsivité dans le signe du Capricorne. On veut de toute manière construire de quelque chose de beaucoup plus durable et de plus pérenne. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a Vénus aussi en Capricorne qui va poursuivre sa lancée et donc qui va rejoindre le Soleil et Mars le 24 décembre jusqu'au 17 janvier en Capricorne. C'est très intéressant de considérer cet archétype. Pourquoi ? Parce qu'on a une forme de dualité énergétique. On a la planète Vénus qui nous parle de relationnel, de plaisir, de connexion aux choses qui nous font plaisir. Il y a une forme d'effusion, a priori, Aphrodite, il y a une forme d'expansion relationnelle. Mais le signe du Capricorne s'inscrit encore une fois, dans une forme de limitation, parce que c'est un signe saturnien. C'est une amante ici qui est mature, qui a du bagage, qui sait ce qu'elle veut. Et puis, il y a une forme de stoïcisme, encore une fois, je le répète, mais qui est très important. Il y a une forme de sobriété, d'élégance sobre dans la Vénus en Capricorne. Du coup, d'un point de vue relationnel, on souhaite des relations qui soient plus structurées. On veut plus d'engagement quand on a Vénus en Capricorne. Plus de forme aussi. C'est la fin des illusions, on l'a déjà vu avec Neptune qui est à nouveau direct et plus rétrograde. On veut du concret relationnel. On veut quelque chose d'un peu plus essentiel à nos vies. De la constance aussi dans la relation, de la stabilité et de la solidité. C'est très intéressant de considérer Vénus en Capricorne avec Neptune direct parce que effectivement on n'a plus le voile d'illusion de Neptune, on revient à quelque chose de plus vrai relationnellement, on n'est plus dans la projection du potentiel sur les autres, on est vraiment dans quelque chose de solide, de relations matures,
de sobriété émotionnelle, de quelque chose de beaucoup plus responsable. On veut des actes et plus des mots avec Vénus en Capricorne. Il y a une forme de sélectivité dans la Vénus en Capricorne où on choisit la qualité relationnelle à la quantité relationnelle. Il y a une forme de réserve aussi, où encore une fois on devient un peu plus observateur parce qu'on a déjà eu cette nouvelle lune en Sagittaire qui nous a permis d'avoir une méta-narration, encore une fois, sur nos existences. Et la Vénus en Capricorne, elle nous donne une forme de réserve, de discrétion. On n'est plus vraiment dans l'émulation du Sagittaire, on est vraiment, et non plus dans le magnétisme du Scorpion, on est dans quelque chose de plus réservé, de plus élégant, de plus distancé et de plus observateur. Il y a quelque chose d'un peu froid aussi, c'est une élégance assez froide, la Vénus en Capricorne. Donc voilà pour les transits de décembre 2025, il y a beaucoup de mouvements en ce moment mais qui sont assez cohérents. On a à la fois cet archétype du trickster avec le Sagittaire dont je vous ai parlé qui vient vraiment briser la forme. On a Neptune qui dissout les illusions de la rétrograde en direct. On a ce voile d'illusion qui part peu à peu. Et puis on a ce Sagittaire, cette nouvelle lune en Sagittaire qui va donner du sens à nos vies, qui va nous donner une forme de valeur, de sens moral sur nos vies, de questionnement existentiel. Et puis on a tous ces mouvements en Capricorne qui vont entériner cette gravité, cette désillusion et à revenir à quelque chose de plus sobre, de plus ancré dans la matière, qui s'inscrit dans le temps. Donc on aura le Sagittaire, la nouvelle lune en Sagittaire qui va nous donner cette impulsion pour voir l'avenir, pour voir la vie depuis cette métanarration, et le Capricorne qui va nous permettre d'initier des projets, d'ancrer les choses dans la matière de manière pérenne et stable et disciplinée. Ce mois-ci va nous inviter à grandir, je pense, et à devenir un peu plus adultes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne, ça m'aidera beaucoup. Je remercie infiniment les personnes qui l'ont fait sur la précédente vidéo, ça m'a beaucoup porté. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.